pour essayer de vous présenter un certain nombre de réalisations. Alors, en partie qui ont été faites dans le Var, une autre partie qui a été faite dans le Vaucluse, en fait, dans le sud, soit en Occitanie, soit dans la région PACA en général. Donc, ces réalisations ont été faites par en fait, par des vignerons qui, petit à petit, ont compris et qu'en fait, que pour avoir de l'eau, la première chose, c'était d'essayer de la conserver. Et donc, on a travaillé sur différentes méthodes, différentes approches, donc en hydrologie régénérative, pour essayer effectivement de retenir l'eau qui tombe et de récupérer celle qui ruisselle parfois dans des bassins versants qui sont au-dessus et qui en fait ne faisaient que passer. Alors, pour démarrer, puisque la réunion avance vite, je vais commencer par la région Occitanie rapidement parce que je voulais vous présenter des grandes réalisations et des plus petites réalisations. Tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de modifier l'ensemble d'un bassin versant pour commencer. On peut commencer par une parcelle. Donc, on va commencer par le château Arton à Lectoure, qui est donc à l'Armagnac IGP Côte de Gascogne. Ici, voilà. Donc, Château-Arton, donc tout ce qui est autour de. En pointillé, c'est la parcelle cadastrale. En fait, c'est la grande parcelle qui fait une dizaine d'hectares. Cette parcelle, donc, avec des courbes de niveau. On a ici, en bleu clair, les différentes noues baissières qu'on a décidé de réaliser pour retenir l'eau. Passage de l'eau en bleu foncé. Et les zones rouges, c'est les zones où en fait, ce sont des bosses où l'eau ne passe pas. Donc, réalisation des nous, donc là, on était en 2021. Réalisation des nous pour, donc, sur le terrain, concrètement, qui ont été creusés avec une butte pour planter des arbres donc, un peu plus tard. Voilà encore les nous. Voilà à quoi ça ressemble quand on voit ça de façon aérienne. Donc, on est à l'opposé du plan de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on est ici au nord de la parcelle, avec une nous coupée en deux ici et une troisième ici. Sur ces nous, évidemment, on a planté des arbres. Donc, alors là, on voit qu'elle s'est remplie assez rapidement. Parce qu'en fait, au départ, quand on fait une noue, ce qui se passe, c'est que le ruissellement, ben, on le voit bien dans les noues qui se remplissent. Ça permet de voir aussi si les noues sont bien conçues, si elles sont vraiment sur le niveau qui a été tracé. Donc, plantation des arbres sur cette noue. Traçage des keylines. Donc, keyline, donc pour compléter les noues. Alors, juste pour info, au départ, quand on a tracé et réalisé les noues, on avait à peu près pour 30 mm d'eau, les noues se sont remplies. Une fois que les keylines ont été faites, il a fallu qu'il tombe plus de 70 mm d'eau pour que les noues se remplissent à nouveau. Ce qui voulait dire tout simplement que l'eau, jusqu'à 70 mm, elle s'infiltrait, elle était retenue par le sol, ce qui n'était pas le cas préalablement. J'ai ici tracé ce trait bleu qui représente la courbe qu'on voit ici pour voir un petit peu la topographie de la parcelle, puisqu'on a ici une dépression assez forte dans ce coin-là. Et puis, ça remonte jusqu'à cette bosse ici, pour redescendre un petit peu vers ici. Ce qui explique en fait pourquoi les nous suivent ces formes-là. Plantation en 2022 de la première partie, c'est-à-dire de la moitié de la parcelle. On commence à voir au sol les traces de la plantation. Ça, c'est sur les derniers relevés qui ont été faits juste après la plantation par Google. Voilà à quoi ça ressemble vue du sol. Donc, avec une noue ici, une noue ici. Et la vigne qui suit effectivement ces courbes-là pour amplifier le phénomène et pouvoir, si on en a besoin, retracer le sous-solage, refaire un sous-solage dans les rangs de vigne pour retracer les keylines. Donc voilà à quoi ça ressemble. Plantation en 2023 de l'autre moitié, selon le même principe, en suivant les mêmes courbes qu'on avait tracées au départ. Keyline dans une autre parcelle, en suivant le même principe avec la noue qui a été faite ici. Les keylines suivent la forme de la noue. Et donc, plantation de cette parcelle en 2023. Bon, le domaine aujourd'hui est à 12 hectares de plantés dans ce système-là. Et toutes les plantations qui se font et qui sont à venir seront plantées aussi dans ce système-là.
Autre domaine, c'est le domaine Aubrière, où là, on est sur une toute petite parcelle d'un demi-hectare, avec le but, c'était de faire une collection de cépages. Donc là, c'est pareil, les noux ont été dessinés, imaginés, et la vigne a été plantée de la même façon en suivant ces courbes-là. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau des travaux. Les noux ont été constitués, donc on voit ici en plus clair, et le bassin qui récupère l'excédent d'eau si éventuellement il y en a, donc a pour objet de recueillir l'eau. Donc les noux vus de côté, avec toujours quand on fait une noue, un seuil qui permet à la noue de rester, de garder un peu d'eau avant de déborder. Et puis quelques jours après, il a plu, donc on a pu constater qu'effectivement nos noux faisaient leur boulot, puisque l'eau est venue commencer à remplir après 20 ou 20, dans les 25 mm, commence à remplir les noux. Voilà, donc on voit ici le seuil qui permet à la noue de se remplir et de venir se déverser. Et ça, c'est un ruissellement qui est plus haut et qui lui a commencé à se déverser dans le ruisseau qui alimente la mare qui est au fond. Voilà à quoi ça ressemble vue d'avion, on le voit mieux une fois planté. Et donc, on voit là, effectivement, le travail qui a été fait au niveau de la topographie. Château du Vivier, dans le Var, un domaine, en fait, qui a été conçu et qui a été retravaillé par Joseph Holzer. Holzer, qui est le fils de Sepp Holzer, qui est un des pionniers de la permaculture en Autriche. Et le domaine de Thérèse, qui est un nouveau vignoble qui vient de se créer. Donc, sur le château du Vivier, on est sur un domaine qui fait 25 hectares, sur la commune de Pontévès. Donc, on a ici les parcelles de l'ensemble du domaine. Ici, une zone où ils récupéraient les eaux. Et alors, c'est intéressant, effectivement, ici, un autre endroit où ils ont planté, effectivement, et qui est un peu à part. On a ici, quand on regarde les bassins qui ont été conçus, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bassins en cascade qui descendent vers le bassin principal. Et sur l'autre zone, 2 bassins avaient été conçus. Donc on les voit ici en petit, ici un peu plus gros. Voilà la topographie, c'est-à-dire qu'ici, en suivant les flèches bleues, on descend assez fortement, d'ici vers là. Et ici, en suivant cette flèche, on descend dans ce sens, et là, dans ce sens-là, ce qui explique la position des bassins, en fait. Voilà à quoi ressemblent les bassins. Donc ça, c'était des photos que j'ai prises, c'était à la mi-juin. Voilà. Donc les bassins s'étaient remplis à force, parce qu'ils ont mis plus de temps que d'habitude, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, on a fait des modifications, parce que voilà à quoi ressemblaient les raisins l'année dernière au mois de juillet, quand je suis allé voir le domaine. C'est-à-dire que les raisins n'avaient pas commencé à verrer, qu'ils commençaient à se flétrir. Les bassins avaient de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau dans les parcelles. Et donc l'idée, ça a été de créer un circuit pour que l'eau recircule dans les parcelles. Et voilà le résultat. Donc cette année, où on peut voir que d'une part, les couverts végétaux qui ont été semés, là, ils ont été roulés, les prochaines photos, on les verra. Les arbres ont de la végétation, les feuilles sont là, c'était au mois de mai. Donc c'est le rattrapage, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a sous-solé les parcelles en pointillés. C'est-à-dire qu'en fait, comme les parcelles suivent ne suivent pas les courbes de niveau, puisqu'elles ont été plantées bien avant que Joseph Holzer vienne faire quoi que ce soit, eh bien, dans ce cas-là, on a fait c'est pas des kélaines, mais on a fait du sous-solage dans chaque parcelle en pointillé, c'est-à-dire qu'en fait, on a sous-solé une piquetée, puis on a arrêté, une piquetée, puis on a arrêté, et dans le rang d'à côté, on a fait l'inverse. Ce qui fait que l'eau, au lieu de ruisseler jusqu'en bas et d'aller dans les bassins, eh bien, elle est d'abord restée dans la parcelle, ce qui a permis au couvert végétal de pousser, et à la vigne et aux arbres d'avoir un peu plus d'eau. Donc voilà, le couvert, c'est vrai que cette année, il a commencé à pleuvoir tard, puisqu'il a dû commencer à pleuvoir autour du 20 mai. Donc tout a pris un peu de retard, bien entendu. Mais cette fois-ci, on a de l'eau, et le sorgho qui a été planté, là aussi, a pu en bénéficier pour la parcelle à venir. Et c'est vrai que quand on voit la vigne comme ça, et quand on l'a envoyée l'année dernière, ça n'a vraiment rien à voir.
C'est un domaine où il y a énormément de travail qui est fait en agroforesterie, en couverts végétaux, en agroécologie en général. Ça, c'est les nouvelles parcelles qui viennent de planter, donc depuis cette année. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ils ont opté pour le calendrier design. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui la parcelle qui a été plantée, avec le bassin qui est toujours là, mais qui se remplit pas vite, puisqu'en fait, maintenant, l'eau reste là. Et donc, il se remplira. Il y a quelques aménagements complémentaires qui vont être faits. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un fossé qui va être fait, une noue qui va être faite ici, et une autre noue qui va être faite là, pour récupérer effectivement toutes les eaux de ruissellement. Et ce débordement arrivera au bassin, et la parcelle retiendra de l'eau et gardera de l'eau. Domaine de terrestre, c'est un tout petit domaine qui vient de se créer, puisqu'au total, il fera 2,5 hectares. C'est un domaine où les gens qui sont là vont acheter cette ferme. C'est des gens qui sont déjà dans l'agroécologie, puisqu'ils font beaucoup de. Ils travaillent sur les réaménagements de quartiers écologiques, donc sur des terrains abîmés qui remettent à neuf, notamment en Belgique. Et ils ont envie de planter de la vigne parce qu'ils sont dans l'aire d'appellation. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire donc, sur la parcelle qui est ici. Il fait à peu près 1,40 hectare. Et où on a redesigné cette parcelle effectivement pour conserver l'eau en faisant deux noues et une mare pour récupérer l'eau. On a tracé les noues ensuite de façon basique, donc avec un niveau électronique, une règle et puis un marteau et des piquets. Et elles ont été ensuite creusées à la pelle mécanique. Un fossé pour récupérer les excédents de noues le jour où il y en a. Et la mare ici, qui va récupérer effectivement les deux noues. Donc le terrain était préparé avec les quélaines, puisque les quélaines ont été faites. Et voilà, on voit ici les quélaines qui ont pu être faites. Et particularité, ça a été planté à la main. Donc les quélaines ont été faites avec un espacement de 1 mètre, d'1,20 mètre exactement, pour qu'on puisse, tous les 2,40 mètres, planter la vigne dans les fissures des quélaines. Ce qui a été fait. Et donc, ça a été planté en porte-greffe, très grand, puisqu'ils font 50 à 60 cm de longueur, et de manière à greffer plus tard, ce qui va nous laisser le choix des cépages donc, dans le temps, sans se presser. Et greffer à la fente, bien sûr, pour avoir une meilleure greffe possible. Et surtout, planter les porte-greffes assez profonds pour pas qu'ils puissent manquer d'eau rapidement. Quand on a le talon du plant qui est à 45 cm, on manque moins d'eau que s'il est à 20, en fait. Région Vaucluse, région PACA, deux domaines, le Clos Saint-Michel, Châteauneuf-du-Pape, qui est aussi en Côte-du-Rhône, donc avec des vignes sur Sorgues et sur Sérignan-du-Comtat. Et le domaine de la Gavette, de la Gavette, je me suis trompé de nom, c'est pas Sérignan-du-Comtat, c'est une erreur, c'est à Ansouy. Changer tout de suite. Ansouy. Ansouy, c'est à côté de Pertuis. Donc, dans le domaine du Clos Saint-Michel, bon, là déjà, on voit le travail qu'ils font au niveau de leur vignoble à Châteauneuf-du-Pape. La parcelle ici est à eux aussi, on la voit bien. C'était cette photo a été prise en 2022, en début de saison. Et l'idée, c'était de voir un petit peu s'il y avait une différence par rapport aux couverts végétaux. Tout ceci, c'est planté d'oliviers qui ont été plantés en franc de pied et greffés par Franck, qui est un passionné des oliviers. À Sérignan-du-Comtat, ils avaient une parcelle qui posait un problème où il y avait des inondations. En fait, toute cette partie ici était inondée à chaque grosse pluie de 50-60 mm. Et donc la mine a force à crever, donc elle a été arrachée. On a fait un certain nombre d'aménagements, notamment en créant un bassin ici et en plantant la vigne en suivant les courbes de niveau, et en créant des corridors, notamment ici avec des petits fruits, et ici avec des fruitiers, en laissant au sol des choses un peu sauvages, de manière à ce que les animaux puissent circuler. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui, vu d'avion, entre guillemets, où on voit le bassin qui a été creusé ici, et la ligne de niveau qui est là, en fait. On a cette parcelle ici qui est à eux, qui descend jusque-là, et celle-là, ici, qui descend dans ce sens. Donc, ça a été conçu
voilà à quoi ça ressemble donc une fois planté, l'année suivante, ouais, c'est l'année de plantation. Voilà à quoi ressemble le corridor où les arbres n'avaient pas encore été plantés au printemps 2018. Donc un espacement assez large pour laisser. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on plante en suivant les courbes de niveau, on récupère les plants que l'on ne plante pas parce qu'on a enlevé un rang de vigne. En gros, en suivant les courbes de niveau, on récupère 10% de plants supplémentaires par rapport à une plantation qui est faite en ligne droite. Donc voilà le corridor en 2020, et voilà le corridor en 2021, et voilà le corridor en 2023. Donc on voit l'évolution avec les arbres, avec le sauvage et la vigne évidemment qui se développe dans de bonnes conditions. En 2022, alors qu'il faisait très chaud, qu'il faisait très sec, voilà à quoi ressemble donc la parcelle, avec un feuillage qui est encore bien vert, le couvert végétal qui a été tondu, mais qui, en laissant tout sur place, avec ça, qui forme un paillage. Voilà à quoi ça ressemble. Les pieds ont été butés. On avait fait aussi des relevés de température pour voir un petit peu la différence qu'on avait dans la partie paillée, dans la partie sous le rang, dans les parties où il n'y a rien. Et ça avait été assez flagrant. Voilà le bassin qui a été fait, donc on le voit en 2018, il a beaucoup plu en 2018, donc au printemps on avait de l'eau dans le bassin, mais on n'avait pas d'eau dans la vigne, c'est ça qui était important. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'eau dans la vigne et le ruissellement se fait par le sous-sol. Et le bassin se remplit par le sous-sol. On voit ici la trace qui est là, en fait. C'est le sol, en fait, qu'on voit. Et dessous, c'est un sol, une argile assez imperméable. On avait fait une tentative pour creuser, pour évacuer l'eau. Et à partir de 7 mètres, on a arrêté parce qu'on ne trouvait pas la fin de l'argile. Donc, on a décidé de faire ce bassin-là qui ramène de l'eau, en fait, du centre de la parcelle jusqu'au bord, où là, on a la roche qui est beaucoup plus près. Et l'eau peut s'infiltrer. Voilà le bassin en 2021, année aussi pluvieuse. Ça, c'était au moment des vendanges. Donc, pareil, on pouvait rentrer, l'enherbement aidait beaucoup et l'eau n'était pas restée là où elle nous embêtait. Et le bassin en 2023, qui pour l'instant n'est pas plein, malgré les 350 mm d'eau qu'il y a eu en 3 semaines. Donc, l'eau est bien restée dans la parcelle. Récolte 2020, pas négligeable. Elle était à autour de 70 hecto-hectares à peu près. Une autre parcelle, même principe, où ici on a une descente. On a créé une noue ici qui n'existait pas, parce que là c'est pareil, cette partie était inondée. Voilà à quoi ressemble la noue avec le temps. Première année, la végétation spontanée s'est mise dedans. Beaucoup de sols blancs, ce qui est assez étonnant parce que des sols dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. Donc on les voit bien ici, tous les petits sols qui ont poussé. Ça c'est en 2021. C'était plein d'eau, comme on a vu là au même moment que dans l'autre bassin. Et ça c'est cette année, au mois de juillet, où la végétation a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. En même temps, ça nous sert de pépinière pour récupérer des tas de petits arbres qui se mettent à pousser à l'intérieur et qu'on peut replanter ailleurs. Domaine de la Gavette, 25 hectares en tout, 20 hectares de vignes donc, sur la commune d'Ansouy. C'est un domaine qui a été. Le but, c'est quand même de faire de la récolte. Hein. On a conservé sur les 20 hectares à peu près 4 hectares et demi qui étaient valables. Avant d'arracher le reste, on a récupéré tous les bois qui nous intéressaient pour pouvoir faire une sélection, puisque tout était en sélection massale à 90% sur le domaine. Donc, on avait des Uniblancs de 1941, on avait des Grenaches, et aucun de tout ce qu'on a gardé, bien sûr, était virosé. Cette parcelle-là, on l'a conservée, on ne pouvait pas la multiplier parce qu'elle est virosée, malheureusement, mais elle produit très bien. Donc, autant la garder, puisqu'elle est là, elle fait 85 hectares ou presque un hectare. La clairette qu'on a gardée aussi, et qui retrouve de la vigueur, parce que l'année dernière, les bois n'étaient pas très très longs. Voilà le domaine donc vu de vue d'ensemble aujourd'hui assez vert. Ce qu'on voit au fond, c'est du sorgho qui a été semé pour les nouvelles plantations, pour préparer le sol. Alors, un petit peu là, pour vous expliquer un petit peu le principe qui a été mis en place, on a tout ce qu'on voit en ligne, ce sont les courbes de niveau, donc on les a utilisées et on a créé effectivement à des points stratégiques, l'idée c'est de créer des nœuds. Alors, voilà comment se trouve la topographie en partant d'ici et en venant vers ici. Donc, on part du haut ici et on se retrouve ici dans un creux et on remonte ensuite dans la parcelle de Clairette. Voilà comment l'eau circule si on fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau descend de la colline
Elle suit ici un chemin qui a été creusé avec le temps pour venir remplir deux, trois petites mares qui existent plus ou moins et qui se déversent à un seul endroit. L'eau ensuite va ruisseler, descendre dans des ruisseaux qui existaient, dans des fossés ici qui existent. Et en fait, on voit les zones humides, mais on voit aussi les zones sèches. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de zones sèches et que les zones humides soient un peu moins humides. Donc voilà un petit peu comment ça a été réfléchi, avec une nounou ici, le point clé, les points clés étant là, une nounou ici, une nounou ici, une nounou là, et une nounou ici. Donc la plantation a été raisonnée ensuite de la façon suivante, où effectivement on a créé des corridors où on va pouvoir mettre de la végétation partout, et ces corridors permettent de connecter la forêt avec le reste, en fait, et de connecter, parce qu'ici c'est pas dessiné, mais il y a des haies qui existent, qui sont déjà en place, et en fait tout est connecté de manière à ce que le sauvage, la vie sauvage puisse circuler partout. Donc voilà le plan de plantation quand tout sera remplacé dans quelques années. Euh, Préparation du sol de la partie qui est arrachée, donc ça représente à peu près 8 hectares à cet endroit-là. Donc amendement, plantation du sorgho, voilà à quoi il ressemble, il a été planté fin mai. Là, la photo date du 6 juillet, donc zone d'aménagement. Ensuite, il y a aussi des aménagements qui peuvent se faire dans des endroits où on n'a rien mis. C'est-à-dire où on a déjà la vigne qui est plantée. C'est le cas de la Nerte à Châteauneuf-du-Pape ou du domaine de la Réjarde à Sirimian-du-Comtat. Domaine de la Réjarde, c'est tout ce qu'on voit en vert parce qu'aussi ils sont en agroécologie, donc ils mettent de l'herbe. Voilà la problématique où elle se situait. Cette vigne qui n'est pas à eux était inondée par cette vigne qui est à eux et qui a été plantée dans le sens de la pente. C'est la seule parcelle du domaine qui a été plantée dans le sens de la pente. Donc on a ici la courbe qui est ici représente cette descente ici. La courbe qui est ici représente la parcelle ici. L'idée, c'était en fait de modifier cette problématique et d'éviter que l'eau vienne encore inonder et que la parcelle qui est en pente se ravine, parce que là, elle s'était ravinée à 40 cm de profondeur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient installé du goutte à goutte enterré, le goutte à goutte enterré était dehors. Donc l'idée, ça a été, dans ce cas-là, de faire des seuils, de faire des drains français avec des seuils, c'est-à-dire en retenant l'eau régulièrement à tous les points rouges, pour qu'il se déverse dans un premier temps dans une petite mare ici, dans un deuxième temps dans la mare ici, ainsi que là, la descente, et au bout de chaque ici, comme ici, des puits perdus, parce qu'on peut le faire, plus en profondeur, à 3 mètres de la grave, donc on peut verser l'eau. Voilà comment les drains ont été conçus. Donc, un drain français, c'est quoi? C'est un drain, c'est une tranchée qu'on a creusée dans laquelle on met du gravier, puis on remet un drain, puis on remet par-dessus du gravier encore, concassé. La descente le long de la parcelle centrale, l'arrivée dans le bassin ici, de la parcelle qui arrive de là. En haut, de l'autre côté, on redescend dans la parcelle aussi qui vient se déverser dans la deuxième. On arrive en bas de cette parcelle, on arrive dans une mare et on retrouve nos deux bassins d'infiltration. Il pleut, 70 mm en 30 minutes. Les bassins sont pleins. Et ici, pas de terre qui soit venue amener de la terre chez le voisin. Ça veut dire en fait que l'eau est restée à la Nerte. Quelques jours après la pluie, voilà à quoi ça ressemble. Donc l'eau s'est infiltrée. Et il reste un tout petit peu d'eau dans ce bassin-là. On ne voit toujours pas de terre ici. Alors qu'entre-temps, il est retombé 30 mm et re-30 mm. Autre domaine, le domaine de la Ringarde, assez grand aussi, c'est un domaine lui-même qui fait 70 hectares, avec un gros bassin versant ici, des arrivées d'eau, ici, par là, et donc des inondations aussi, des ravinements, de l'érosion et de la sécheresse. Voilà comment passe l'eau, et voilà les bassins tels qu'on les a imaginés, et ici, pour récupérer ces excédents d'eau, pour éviter que ça, tout ce qui est en bleu foncé, c'est là où passe l'eau, en fait, si on ne fait rien. Voilà ce qu'on a prévu, donc un bassin, un bassin, un bassin, un bassin.
sur un fossé qu'on a refait, qui avait été fait dans le passé il y a 50 ans, mais qu'il a fallu refaire, dans lequel on a fait aussi des seuils, de manière à ce que l'eau ne court pas trop vite. Voilà à quoi ressemblent les petits bassins qu'on a créés. C'est pas des piscines, hein, c'est des endroits où l'eau va pouvoir stagner un petit peu et s'infiltrer. Les fossés idem, c'est-à-dire qu'en fait, le fossé est creusé, mais un peu moins ici, et puis recreuser après. Voilà, avec toujours des choses pour arrêter l'eau, pour pas qu'elle court. Ici, le fossé a été recreusé parce qu'il n'existait pas, il n'existait plus. On arrive ici, bassin, 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 bassin. Voilà à quoi ressemble ce type de bassin, en fait, quand ils se remplissent. Hein. Ce n'est pas non plus des piscines olympiques. Hein. Un bassin un peu plus grand en bas qui est alimenté, qui arrive au bas de la parcelle, où là, l'eau est récupérée pour être remise dans un fossé qui va être encore plus bas. Pour récupérer les eaux ici, pour les envoyer ici. Et quand on veut envoyer l'eau d'un chemin vers un fossé qu'on va créer, on utilise ce qu'on appelle des revers d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, sur le chemin, on met des traverses qui forment des U et qui vont récupérer l'eau pour pas qu'elle vienne s'agglutiner en quantité trop importante ici. C'est ce qui a été fait là aussi pour amener l'eau dans le bassin suivant, qui avait commencé à se remplir avec en fait très peu d'eau. Hein. Il était tombé à ce moment-là 25 mm d'eau et ça avait suffi pour commencer à mettre de l'eau dans le bassin. Il y a eu un drain français qui a été fait au milieu pour ici un fossé avec des seuils. Les seuils vont être faits, mais ils n'ont pas encore été faits. Et ici, le drain a été fait, lui, par contre, avec des seuils, pour amener l'eau jusque-là, puisque là, il y a des aménagements qui sont faits pour évacuer les excédents d'eau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Encore un revers d'eau qui récupère l'eau du chemin, qui va faire circuler l'eau sur toute cette longueur, qui va être planté d'arbres. On arrive au bout du fossé, un drain qui descend jusqu'en bas. On fait des drains quand on est obligé de passer avec un tracteur, ça évite, parce qu'on ne peut pas faire des fossés. Dans chaque rang de vigne, on a fait comme on avait fait donc, au domaine, au château d'Ulivier. Ça a été sous-solé, on le voit bien ici, en quinconce, en pointillé, parce que là encore, on n'est pas plat, et pour que l'eau reste et s'infiltre. En fait, pour l'instant, malgré les abat d'eau qu'on a eu pendant tout le mois de fin mai, début juin, il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu d'eau nulle part, il y a eu un petit peu d'eau dans les bassins. Et pour l'instant, ça se comporte très, très, très bien. Voilà, pour faire le tour. Merci Alain pour cette grande présentation. Il y a des projets en cours et déjà bien réalisés. Passionnant. On peut passer à une phase de questions-réponses pour ceux qui ont des questions. Je crois qu'il y avait déjà une question. Tac, 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 qui était dans le chat. Dans l'AOC comme Banyuls, où l'entretien des infrastructures qui ont pour but de justement faire ruisseler l'eau hors du terrain fait partie du cahier des charges. Le mieux restera de planter des arbres en périphérie et pratiquer l'enherbement avec des plantes résistantes à la garrigue. Oui, c'est moi qui pose la question. Je peux peut-être te développer un peu. Je suis québécois, comme vous l'entendez. Ma femme et moi, on a acheté un vignoble dans l'AOC de Banyuls. Puis, dans le cahier de charge, une des demandes, en fait, pour rester dans l'AOC est d'entretenir les vieux murets dans le temps, en fond. Puis, ils servaient justement à faire ruisseler l'eau dans le temps dans des bassins de rétention plus bas dans la vallée. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est plus sûr. Ça a été subdivisé, puis on n'a plus accès à ces bassins-là. Puis de toute façon, l'irrigation est interdite là-bas aussi. Donc, outre planter des arbres, puis faire de l'enherbement, je me demandais, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on pourrait faire, étant donné que ça reste assez limité comme espace qu'on a. On a 2,2 hectares, ce qui n'est pas négligeable, mais dans les pentes comme là-bas, ça peut être compliqué des fois peut-être de... je pense pas qu'on peut se faire de drain, etc. Donc, voilà. C'était ma question. Je vais peut-être commencer à y répondre. Je suis en train de travailler sur un projet que je ne vous ai pas présenté là parce qu'il n'est pas encore finalisé, qui est un projet au clos de Paulil. Donc, vous voyez où c'est le clos de Paulil. C'est le domaine qui est sur Port-Vendre. OK, oui, c'est pas loin. Et donc, là, il y a deux grands bassins versants qui s'écoulent et qui vont jusqu'à la mer. Là, ce n'est pas des bassins en bas qui récupèrent l'eau, c'est la mer qui récupère l'eau. Et une partie du domaine, effectivement, est aménagée encore avec des murets qui ont été préservés. Mais une grande partie du domaine n'avait pas dans le passé préservé ces murets. Donc là, on est en train de reconstruire autrement.
C'est-à-dire que là, on va travailler avec des méthodes de type fascine. C'est-à-dire qu'en fait, on va planter des grands piquets dans le sol. On va faire une petite tranchée. Quand je dis petite, c'est petite. Hein, une petite moue, toute petite. Sur la petite bosse, on va planter des poteaux. Et sur ces poteaux, on va mettre des branchages. Et l'idée, c'est de créer ces poteaux et ces lignes en suivant les courbes de niveau, de manière à retenir l'eau et à recréer du paysage. Ensuite, rapidement, les arbres vont être plantés à la place des poteaux, donc entre deux poteaux, pour remplacer les poteaux plus tard. Et des herbes méditerranéennes de type romarin, thym, lavande vont être plantées devant, et des buissons multiples vont être plantés devant les poteaux pour petit à petit permettre donc de créer une végétation qui va ralentir et freiner l'eau. Et donc en fait, dans les fossés par contre qui existent, on va retenir l'eau en faisant des sortes de terrasses en fait dans les fossés, de manière à ce que l'eau ne tombe plus directement, mais tombe plutôt en cascade, voire à des endroits, agrandir un petit peu le fossé en profondeur pour créer des mares. Et à des endroits, ces mares vont servir, parce qu'elles sont bien situées, à réalimenter les anciennes parcelles qui sont conservées avec les murets. OK. Voilà. Et là, Donc, effectivement, recréer un endroit où l'eau va stagner, va passer, va s'infiltrer, et les arbres amplifieront le phénomène quand ils pousseront, et ils pourront pousser parce qu'il y aura de l'eau. OK, non, c'est intéressant. Fait que garder le système de terrasse, mais sans avoir les canaux qui servent justement à vraiment drainer l'eau puis l'envoyer en dehors du terrain. Ben, c'est vrai que c'est bien. Parfait, good, merci. Intéressant. Alors, on a d'autres questions. Il y avait une remarque, modification du climat, moins d'eau dans le futur. Et en fait, ça m'appelle à une autre question, peut-être plus pour Simon, mais aussi pour Alain. C'est est-ce qu'avec ce genre de système, à retenir un peu plus de l'eau, mieux la répartir, mieux la stocker, avoir plus de végétaux pour l'évapotranspiration, est-ce que ça peut amener de là, comme l'exemple que tu as montré, Simon, en Inde, à recréer des microclimats plus favorables, plus résilients? Est-ce qu'on peut arriver à là? Est-ce que ça peut être une ambition si on s'y met à une échelle territoriale? Oui, non seulement c'est une ambition, mais c'est l'ambition même. C'est l'ambition, oui, on peut tout à fait arriver à recréer des microclimats. C'est le but d'ailleurs, même quand on plante des haies ou comme ça, c'est recréer même à la parcelle des microclimats ou avec des mares temporaires. Enfin, il y a déjà des effets qui se font sentir. Et effectivement, à terme, oui, c'est à la grande échelle, c'est d'influencer sur ces systèmes. L'exemple de l'Inde, comme ça, je vous montrais, il y a c'est même mesuré en fait, c'est mesuré par satellite dans les années qui ont suivi que la température moyenne sont en dessous des normales de la région, quoi, par rapport à d'autres communautés qui n'ont pas fait tout ça, parce que d'un coup, il y a plus d'eau dans les sols, donc plus de végétation possible, donc plus d'agriculture, donc plus d'évapotranspiration. C'est un cercle vertueux, c'est des cercles vertueux qu'on enclenche et qui vont travailler passivement dans le temps, mais qui sont sur des échelles de peut-être 5, 10, 20, 30 ans et qui peuvent vraiment changer la situation, quoi. Et donc, oui, alors, modification du climat, moins d'eau dans le futur, il n'y a pas forcément moins d'eau dans le futur. Il y a de l'eau, ce n'est pas une ressource comme le pétrole ou comme ça qui est limitée. Il y a toujours autant d'eau, il y aura toujours autant d'eau. Par contre, c'est la répartition de la distribution dans le temps et en quantité qui change et qui ne change pas favorablement actuellement, quoi. Et là aussi, c'est en plus montré, on peut avoir des effets qui, à l'inverse, à la fois il y a des effets qui ont été montrés du déboisement, de la déforestation, de l'impact sur les sols, sur la végétation, sur la pluviométrie. Ça a été montré, il y a des exemples dans le monde assez large. Et à l'inverse, en fait, même si c'est peut-être moins documenté, revégétaliser, retenir l'eau, refaire circuler l'eau dans des micro-cycles à l'échelle des parcelles des continents, comme c'est l'ambition-là, l'idée-là, eh ben oui, ça aura très certainement un impact sur le climat en général et sur une forme de refroidissement aussi, quoi. Au plus les sols sont secs et chauds, au plus ça a un effet de chaleur sensible qui évacue et au plus ça joue sur le climat. Et on le ressent, moi je dis souvent, quand on veut s'en donner le toucher du doigt, idéalement, ce serait de monter dans un ULM et de survoler les zones. Et on va se rendre compte que quand on passe sur une zone boisée, l'ULM descend de 20 mètres, et quand on passe sur un champ sec, l'ULM monte de 30 mètres.
Et en fait, ça veut dire tout simplement que la réverbération de la chaleur n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que pour prendre à une toute petite échelle celui d'un couvert végétal, pendant la période du printemps, quand on va en gros du 15 mars à la fin mai, si le couvert est vraiment dense, c'est-à-dire si on a réussi son couvert et qu'on a semé suffisamment dense et qu'il est monté, eh bien, on va condenser chaque nuit 2-3 mm d'eau, c'est-à-dire beaucoup plus que le couvert lui-même va en dégager. Ça veut dire qu'en fait, quand on met des sondes dans le sol et qu'on regarde avec et sans couvert, là où on a le couvert, le taux d'humidité augmente. Là où on n'a pas le couvert, le taux d'humidité diminue. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a augmenté, mais en plus, on arrive à transpirer. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé de l'eau. On a créé de l'eau. On a fait venir l'eau. Et petit à petit, effectivement, ça va créer un microclimat. Microclimat qui se mesure. Il suffit ensuite de poser des sondes de température dans les rangs de vigne pour se rendre compte que quand on a un couvert végétal, mais même on le voit sur le fait, par exemple, on parlait tout à l'heure du domaine de la Gavelle, mais il y a le domaine Saint-Jean qui appartient au même propriétaire, qui existe donc, qui est planté, lui, et qui est entièrement en agroécologie, qui est en train de vraiment se développer en agroforesterie, et qui a été couvert à 100% cette année. On a une semaine de retard par rapport aux voisins, au niveau des stades phéno. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une Syrah qui avérait aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'elle commence à avérer avant le début août. Et ça, c'est déjà un signe qu'il fait moins chaud. Que le sol est moins chaud et qu'il fait moins chaud. Et la vigne est en effet en excellente santé. Donc, il n'y a aucune raison de se poser des questions. Et on retrouve un cycle qui est beaucoup plus acceptable. Et c'est un petit peu au départ ce que constatent les vignerons. En me disant, je trouve que ma vigne pousse moins vite que celle du voisin. Ah ben oui, tu es un peu en retard, c'est normal. Mais très vite, quand elle fait son élongation, elle rattrape et là, on voit que ça se passe très très bien. Et c'était le but. Je ne sais pas vous, mais ça me donne de l'espoir. C'est vrai que souvent, sur la gestion de l'eau, on peut être un peu des fois fataliste. L'eau tombe pas, et on voit quand même qu'il y a des solutions, même à notre échelle. Mais du coup, ça revient à la deuxième question de Cédric Bernard sur la conscience collective. Quelles sont les actions collectives? Ça, justement, c'est déjà un premier pas, ce webinaire. Et peut-être qu'on suivra avec des formations ou des animations. Enfin, si le sujet intéresse vraiment, et il doit intéresser parce qu'il est nécessaire, on pourra réaliser des actions collectives. Vous avez aussi une question, enfin, proposition de réaliser une journée technique avec le BTS hier, œnologie, à faire suivre. Il y a une question intéressante, et c'est vrai qu'elle est importante. Avez-vous quantifié les coûts et les gains sur vos exemples? Alors oui, les coûts, assez compliqué. aujourd'hui, grosso modo, quand on voit le premier exemple que j'ai montré, celui du Château Arton, le surcoût est d'environ 2 000 € l'hectare par rapport à une plantation normale. En gros, une noue, pour faire une noue, c'est très rapide, c'est pas très compliqué. Une pelle qui circule dans le sens de la noue et qui avance à peu près entre 30 et 40 mètres à l'heure. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, une heure de pelle, c'est 100 €, ben, on fait le calcul et on sait très vite combien ça coûte. C'est pas très onéreux. Il y a 800 mètres de noue sur le domaine, sur 10 hectares. Ensuite, les K-Line, ben, de toute façon, on passe le repair. Donc, qu'on le passe en suivant les courbes de niveau avec un tracteur intelligent et un chauffeur intelligent, ou qu'on les passe en ligne droite en croisant comme un chauffeur traditionnel, ça coûte même moins cher parce qu'on passe que dans le sens de la noue, et donc on ne croise pas, surtout pas. Faire un repair dans le sens de la pente, c'est vider le sol de son eau. Donc, aucun intérêt. Par contre, on prépare le sol en surface, bien entendu, sur au moins 30 à 40 cm, de manière à ce qu'il soit bien souple pour que les plants puissent se pousser. Ça, c'est normal. Les aménagements, par exemple, au château la Nerte, avec les drains, ben c'est onéreux. C'est onéreux parce que effectivement, ça coûte un drain français, c'est 18 € du mètre. Donc, il y a 900 mètres de drain. Mais si on n'y avait pas avant, on n'en serait pas là. Par contre, au niveau de la Ringarde, on est à un coût pour avoir aménagé en tout presque 22-23 hectares. On est sur un coût de un peu moins de 18 000 €. Donc, ce qui nous fait du 700 € l'hectare à peu près d'aménagement.
Alors après, les gains, à partir du moment où la vigne elle va pouvoir avoir de l'eau, à partir du moment où elle va produire un peu plus, parce que là, on était sur des productions à la Ringarde qui frisaient la correctionnelle. Hein. On est à moins de 30 hectares. Donc, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de faire des rendements aussi bas. Et d'année en année, la vigne est en train de dépérir. Alors que l'idée, c'est que d'année en année, elle soit de mieux en mieux. Et on le voit même sur des vignes qui ont 10 ans, qui donnaient plus au départ qu'ils donnent aujourd'hui. Alors que ce n'est pas normal. Et donc là aussi, c'est pareil, l'idée, c'est de produire plus. On le voit aussi dans l'exemple de la parcelle en permaculture, totalement en permaculture, qui a été plantée à Sérignan-du-Comtat, chez Franck et Olivier Mousset, au Clos Saint-Michel. Là, le surcoût, c'est juste un surcoût de 10 centimes de plantation du plant parce que Vitisat a créé son logiciel pour pouvoir planter en suivant les courbes de niveau à ce moment-là. Et que donc, il a rajouté 10 centimes sur le prix de la plantation. Donc, il y a 5000 plants de plantés. Donc, ça fait 500 € de plus. Et le creusement du bassin, 2 jours de pelle mécanique. Voilà. Voilà le surcoût. En fait, souvent, ce que je dis, c'est que de faire bien, ça ne coûte pas plus cher que de faire pas bien. Parce qu'on fait presque le même travail, en fait, sauf qu'on ne le fait pas dans le même sens. C'est ça. Et juste pour compléter, c'est vrai que c'est souvent la question qu'on a, et c'est parfois pas évident d'y répondre, dans le sens où c'est aussi une approche globale, quoi, un peu systémique, comme on dit, et donc du coup qu'il y a plusieurs facteurs, et que c'est un peu comme les couverts végétaux, quoi. Quel est le coût et le bénéfice des couverts végétaux? On sait le coût des couverts végétaux, par contre, chiffrer les bénéfices, c'est pas aussi évident, quoi. C'est sur plusieurs années, c'est de la matière organique qui s'améliore, on constate des évolutions de peut-être moins de ruissellement et tout ça, mais de là donner un coût, c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent cette approche de coût-bénéfice immédiat, comme de vision technique un peu morcelée, alors qu'on est vraiment dans une approche un peu plus globale et que c'est des effets qui sont à court, mais aussi et peut-être surtout long terme, quoi, et qui sont peut-être moins faciles à cerner et à chiffrer, quoi. Voilà, pour compléter. Donc, juste peut-être pas aussi s'arrêter uniquement sur cet aspect et effectivement bien considérer qu'au plus on l'a pensé avant, au plus on a bien fait, comme disait Alain, en tout cas on a pris en compte plusieurs éléments en amont, au plus ce sera simple et au moins on aura à quelque part compensé financièrement par des surcoûts de train français parce qu'on a planté droit dans la pente ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Voilà, et puis pour rebondir sur le coût, si on prend l'exemple du château du Vivier, un couvert en 2022 au château du Vivier qui ne pousse pas, ça coûte combien? Voilà, ça coûte combien? Alors qu'il suffisait de sous-soler un pointillé pour que l'eau puisse pénétrer dans le sol et qu'en fait, on récupère, et récupérer évidemment les eaux qui descendaient en bas. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en sous-solant, on a aussi récupéré le ruissellement des eaux qui couraient jusqu'au bassin. Aujourd'hui, les eaux passent dans les vignes. Mais ça ne suffit pas parce qu'elles auraient fait que passer. Donc, le coût, c'est avoir eu un couvert qui a poussé et qui va générer, parce qu'un couvert qui pousse et qui fait ce qu'il faut, c'est un couvert qui va produire environ 1% de matière organique en 3 ans. Et ça, c'est pas neutre. C'est pas de l'humus, c'est de la matière organique labile à 70%, 80%. Et c'est ça qui nourrit la vigne. C'est la matière organique labile. C'est ça qui lui permet d'avoir de la fertilité. Donc ça, on ne peut pas le chiffrer non plus. On le chiffrera au rendement. Mais être en Côte de Provence où les rendements ont une limite, je ne sais plus si elle est à 45 ou à 50 hectos suivant les zones, mais faire que 22 hectos, ce n'est pas rentable. Et puis, je ne suis pas certain qu'au niveau des vins, ce soit très très beau. Parce qu'ils mûrissent en pleine chaleur, avec si peu de rendement, et ce n'est pas forcément meilleur. Au niveau d'acidité, au niveau de plein de choses. Surtout quand on cherche la fraîcheur en Côte de Provence. Exactement. Autre question, avez-vous des retours d'expérience sur les parcelles avec des noues et de bassins par rapport aux maladies cryptogamiques? Alors, l'eau liquide ne génère pas de mildiou. Ça, c'est le premier point. Quand on est au bord d'un étang, il n'y a pas de mildiou. Ce qui génère du mildiou, c'est un sol trop humide. C'est un endroit où l'eau va se rassembler et partir. Et on va avoir une évaporation de cette eau donc, qui crée une humidité ambiante qui n'est pas bonne. Mais l'eau en elle-même ne crée pas plus de maladies. Il y a moins de maladies à côté de l'eau, en fait. Et puis les noues s'infiltrent, donc ça va vite. Et en fait, l'eau des noues est consommée par les arbres.
Elle est consommée. En fait, on ne crée pas de zones humides dans tout ça. On crée des zones qui sont approvisionnées en eau normalement. Mais au lieu d'être approvisionnées en eau dans un creux, où toute l'eau s'est rassemblée, et où là, on va créer des zones humides, on a réparti cette eau sur l'ensemble de la parcelle, sur les bosses et dans les creux. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas d'excès d'eau. Donc, bon, vous avez une proposition d'accompagnement. C'est une question de Biancan. Sinon, il y a une autre question sur les rendements, et du coup plus technico-économique. Les rendements ont-ils été comparés entre les parcelles plantées en K-line et les parcelles aménagées en ligne droite? Parce qu'il y a déjà eu des retours, c'est assez nouveau quand même en France. Après, c'est sûrement un peu dur de comparer entre des parcelles identiques. Il y en a une différence, je n'ai pas capté la question. En fait. Est-ce qu'il y a déjà eu une différence entre des parcelles de rendement entre les. Enfin, calculer la différence de rendement entre une parcelle en K-line et une parcelle aménagée en ligne droite? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les parcelles qu'on a dans les endroits difficiles, parce que c'est jamais dans les endroits les plus faciles que vous commencez à faire des choses. C'est toujours dans les endroits qui posent des problèmes. Donc, dans les endroits qui posaient des problèmes dans le passé, on avait des rendements minables. Aujourd'hui, en retravaillant comme ça, on a des rendements normaux. C'est-à-dire, on a le rendement voulu. C'est même pas normaux, ça ne veut rien dire. On a le rendement voulu. C'est-à-dire que dans des parcelles de Caladoc, on peut monter jusqu'à 100 hectares. Et puis, dans des parcelles à l'AOC, on va rester à 65, dans le meilleur des cas. Moi, je préfère être 10% dessus que 10% de moins au niveau des rendements. Et on est toujours à temps de couper des raisins s'il fallait les couper. Les coller, c'est plus compliqué. Il faudrait faire les deux à côté, quoi. Une question sur les sous-solages et couverts végétaux. On demande sous-solage de tous les rangs ou bien un rang sur deux en alternance, soit tous les combien? Sinon, alors, aussi également couverts végétaux sur tous les rangs. Alors, si c'est en pointillé, on peut le faire tous les rangs, puisqu'on on fait ça en quinconce. C'est-à-dire qu'on ne sous-sole que chaque fois que on ne peut toucher que les racines d'une partie du cep. Puisqu'en fait, on fait une piquetée, oui, une piquetée non, et dans le rang d'à côté, celle qu'on n'a pas fait, on l'a fait, celle qu'on n'a pas fait, celle qu'on a fait, on ne la fait pas. Donc là, on peut sous-soler toute la zone. Par contre, sous-soler tous les rangs, c'est compliqué. Suivant l'état et l'endroit où se trouvent les racines. Si l'enracinement est superficiel, il vaut mieux sous-soler une année un premier rang et l'année suivante le second. Alors, c'est un test intéressant parce que ça permet là de comparer la façon dont le couvercle végétal va pousser. Et là, il y a de sacrées différences. C'est du simple au double au niveau de la biomasse créée quand on a sous-solé et pas sous-solé. Et l'année suivante, eh bien, on sous-sole celle qu'on n'avait pas fait, et puis tout le monde est content. Et puis dans quelques années, peut-être qu'il faudra recommencer parce que parfois, c'est la texture du sol elle-même qui crée l'abattance. C'est pas forcément le fait de rouler dessus, mais le fait tout simplement de la texture dans un sol argilo-limoneux, très limoneux, l'abattance se fait toute seule. C'est-à-dire que le sol se durcit très vite. Il y a très peu d'oxygène. Donc le temps de modifier tout ça, il faut du temps et on est amené à sous-soler plusieurs fois. Tant qu'on n'a pas des racines qui descendent profondément. En fait, le fait de sous-soler, ça va permettre aussi au couvert de descendre. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Je n'ai jamais vu de colza équipé de marteau-piqueur pour aller passer les semelles de labour. En général, quand on voit une racine de colza dans un sol qui est dur, elle fait un angle droit. Elle descend jusqu'à la semelle et après elle file à l'horizontale pour pousser. Et elle ne creuse rien du tout. Donc on ne décompacte pas le sol avec des couverts végétaux, mais on décompacte le sol avant de semer des couverts végétaux. Par contre, une fois qu'on aura décompacté le sol et que le couvert va mettre ses racines dans les fissures, on ne recompactera pas plus facilement. Et c'est grâce à ces couverts-là qu'on va maintenir de l'aération. Une fois sous-solé. Ou une fois qu'on a fait les K-lines, si c'est des K-lines. Merci Alain. Je pense qu'il n'y a déjà plus de questions et surtout, je vois l'heure passer. Il est déjà bientôt 19h. Je pense qu'on va clore le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Déjà, je voulais vous remercier, remercier surtout les intervenants, Simon et Alain, pour votre participation. Vous avez bien soulevé le sujet. J'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées pour vos futures plantations.
pour la suite, ce qu'on va faire, bon, déjà, je vais envoyer un questionnaire de retour pour savoir si ce genre de format vous plaît sur ces questions-là, pour introduire des sujets, pour présenter ce genre de technique. Et ensuite, sûrement, suivant la dynamique du groupe, on pourrait organiser par exemple des formations sur le territoire, organiser des animations, faire des visites de parcelles par exemple. Voilà, tout est possible, hein, le format est ouvert. Donc, je vais envoyer un questionnaire et essayer d'y répondre pour essayer qu'on crée on va dire, un élan collectif sur ce sujet, parce que plus on est à réfléchir collectivement, mieux c'est. Et ensuite, donc, voilà, et ensuite, les vidéos seront diffusées sur notre chaîne et n'hésitez pas à aller voir. Aussi, on a fait une vidéo sur l'agroforesterie il y a 2 semaines, aussi pareil avec des cas concrets pour présenter, qui était très, très intéressante. Et évidemment, ça vient avec ce sujet en parallèle. Les deux vont ensemble. Voilà, bon. Et merci à tous et bonne soirée.